Bonjour à tous, donc moi je suis Alexandre Piquet, je suis le secrétaire général des Alumni. On est bienvenue dans ce nouvelle édition des webinaires Minerai. Donc les webinaires Minerai sont les webinaires qui font suite à l'édition de notre magazine Minerai que vous recevez si vous êtes adhérent, et si vous ne l'êtes pas, vous ne le recevez pas. Et euh, je vous recommande d'adhérer. Petite précision sur les alumni. Donc, on est dans un cadre ici Mine Plus. Donc, ce sont les alumni de IMT Nord Europe, Alès et Albi. Je pense qu'il y en a parmi nous. Donc, c'est 30 000 alumni. On a un certain nombre d'événements professionnels, amicaux. Les webinaires sont dans le cadre des événements où on vient réaliser donc les minerais, les webinaires minerais, les webinaires de la transition. On a également les événements liés Mine Plus Entrepreneur, dont un événement Pitch la Techno qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours. Et puis, je veux juste faire une petite page de pub pour un prochain événement qui aura lieu à Douai, qui est un alumni refresher. Et donc, on vous invite à revenir sur les bancs de l'école pour une journée pour des masterclass, notamment la première sur l'intelligence artificielle. Et vous allez bientôt avoir des invitations dans les boîtes mail. Voilà, je pense que l'idée ici, c'est qu'on va plutôt parler du sujet, puis on s'est mis un temps assez contraint. On aura une présentation. Donc, je remercie nos deux speakers tout d'abord, donc Johan et Nicolas, qui ont été d'abord les remercier doublement parce qu'ils ont été contributeurs à un article dans le minerai sur les déchets et des articles de qualité dans un magazine de qualité. Et donc, ces webinaires servent à aller plus loin et donc vous laisser un peu la parole pour poser des questions, etc. Et puis que le speaker puisse aller nous présenter les éléments. Et donc, on prévoit 15 minutes de présentation pour Johan sur la responsabilité étendue des producteurs. Et après 15 minutes de temps de parole pour Nicolas sur le recyclage des batteries de véhicules électriques. Et puis après, on se donne 30 minutes pour les Q&A. On va finir vers 19h05 à peu près. C'est l'objectif. Et bien évidemment, vous pouvez mettre vos questions dans le chat et puis je les reprendrai à la fin. Ou vous poserez vos questions pendant les 30 minutes. L'idée, c'est de ne pas couper les speakers, qui puissent garder le fil de leur présentation. Donc voilà, merci à tous. Et puis on va démarrer. Donc, Johan, c'est à toi. Ok, merci Merci. beaucoup. Merci. Bon, tu souhaites peut-être une petite présentation rapide de qui je suis, peut-être, avant d'attaquer le sujet. Attends, j'essaie déjà de partager mon écran. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Partager, partager, partager. Voilà. On va y arriver. Où est-ce qu'il est? C'est pas ça. Pourquoi il est pas là, mon écran? C'est ça? Attends. Bah, ça commence. Tu vois, le problème, c'est que je ne trouve pas comment partager mon écran. On va y arriver. Donc, bah, pendant que je cafouille là, pour me présenter, donc moi j'ai fait les mines de Douai en 77-81. Euh, et donc, attends, ça cafouille, voilà, on va y arriver. Pourquoi je peux pas partager mon écran? Partager. Alors, tu l'as fait il y a 5 minutes, ça avait marché, hein. Bah oui, mais oui, je l'ai quitté. Et évidemment, ça marche plus. Pourquoi ça marche plus? Où est-ce qu'il est mon écran? Il est là. Voilà, partager. Hop, on y va. On y va. Donc j'ai fait les mines de Douai en 77-81 à une époque où voilà c'était assez curieux d'aller s'intéresser à la question des déchets puisqu'on était encore assez loin de la philosophie d'aujourd'hui. Et j'ai passé donc à peu près un tiers de ma carrière dans le public à l'ancêtre de l'ADEME qui s'appelait à l'époque l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets et qui est devenue l'ADEME aujourd'hui. Et ensuite dans les années 90, justement, je me suis beaucoup intéressé au concept de la REP et j'ai finalement basculé chez Eco-Emballage où j'ai fait le reste de ma carrière, les deux tiers à peu près, pour développer le tri et le recyclage et notamment développer la poubelle jaune dans toutes les communes de France et de Navarre. Alors, le concept de la REP, qu'est-ce que c'est? En fait, l'idée de départ, c'était quand vous êtes consommateur, vous achetez une bouteille d'eau, une bouteille de coca, vous la consommez et qu'est-ce que vous en faites après?
c'est vous qui, en tant que consommateur, êtes en responsabilité sur la fin de vie de ce produit. Sauf que tout seul, vous pouvez pas finalement trouver de solution pour la recycler convenablement. Et donc, on s'est dit, on s'est dit, alors le on, c'est l'OCDE, tout un tas de gens, euh, l'État français, on s'est dit comment faire pour finalement, il faut qu'on intègre dans le prix de vente du produit un dispositif économique et opérationnel qui permette de développer, d'impliquer les industriels d'abord et de développer une technique qui va permettre de récupérer le produit. Donc c'est ça qui ça a été le point de départ. Et les Allemands ont commencé les premiers en 1990 avec ce qui s'appelait à l'époque le DSD, le Dual System Deutschland, suite à l'ordonnance Stopfer. Chez nous, en France, ça a été Lalonde qui, en 1992, a mis en route le dispositif. Moi, j'ai fait partie de l'équipe qui, à l'époque, a bossé sur le projet et qui a permis sa mise en œuvre. Alors, comment ça fonctionne? En fait, l'idée de base, c'est de dire que le producteur qui met un produit sur le marché, alors au départ, c'était le premier projet, c'était sur les emballages, hein. Donc, je vais beaucoup l'illustrer là-dessus, mais ça s'applique en fait aujourd'hui à 21 filières industrielles. L'idée de base, c'est de dire un producteur est responsable du cycle de vie complet du produit, va devoir l'accompagner, va devoir viser à réduire son impact environnemental. Et en même temps, cela n'enlève rien à la responsabilité du détenteur final qui, lui, reste responsable et ne peut pas, entre guillemets, abandonner un déchet dans la nature. Quelques exemples pour illustrer ça. Quand vous trouvez une carcasse de voiture dans un terrain vague, personne ne va se dire c'est la faute à Renault, Peugeot ou Citroën. C'est forcément le dernier détenteur de la voiture qui l'a abandonné, qui en est responsable et qui va devoir assumer eh bien, l'enlèvement de cette carcasse et faire en sorte que cette carcasse soit éliminée correctement et autant que possible recyclée. Un deuxième exemple, c'est l'eau. L'eau, vous êtes libre de boire de l'eau du robinet ou d'acheter de l'eau en bouteille. Donc, il y a des partisans des deux. Je n'ai pas de jugement de valeur ni sur l'un ni sur l'autre. Si vous buvez de l'eau du robinet, eh ben, c'est très bien. Ça vous coûte beaucoup moins cher, à peu près 400 fois moins cher que de boire de l'eau en bouteille. Mais si vous décidez de boire de l'eau en bouteille, vous achetez des bouteilles, et ces bouteilles, il va falloir en faire quelque chose. Il va falloir les recycler. Et c'est la raison pour laquelle ce concept de responsabilité élargie du producteur s'est mis en place. Et pour à la fois développer un mécanisme économique pour financer la collecte et le traitement de ces produits, développer des filières de recyclage. Elles n'existaient pas forcément. Certaines existaient déjà, mais pas toutes. Développer l'éco-conception pour réduire les impacts sur la durée de vie du produit. Et pour cela, eh bien, ces entreprises vont créer ce qu'on appelle aujourd'hui un éco-organisme. C'est devenu assez classique, hein. Il y en a à peu près 24 qui existent aujourd'hui sur à peu près 21 filières industrielles. Et ces éco-organismes vont prendre en charge de façon opérationnelle la responsabilité des industriels pour lesquels ils travaillent. Euh, Tout ce dispositif est encadré par les pouvoirs publics par un mécanisme d'agrément, un agrément qui est donné en général pour 6 ans, avec souvent des procédures de révision tous les 3 ans. La finalité, c'est faire en sorte que, eh bien, les déchets qui sont produits après consommation, eh bien, soient à la fois pris en charge pour un traitement adéquat de ces déchets, et en particulier faire en sorte de réduire le mieux possible leur impact environnemental, et que ça ne soit plus les contribuables qui le payent. Dans l'exemple de tout à l'heure de la bouteille d'eau que j'ai cité, la bouteille d'eau, historiquement, avant, bah, vous la mettiez dans votre poubelle et c'était finalement, en tant que contribuable, c'est vous qui financiez l'élimination de vos déchets à travers la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance suivant le choix de votre commune. Là, demain, eh bien, à partir du moment où vous consommez de la bouteille d'eau, eh bien, vous avez payé en l'achetant une contribution, une éco-contribution, qui permet effectivement de financer la récupération et le recyclage de cette bouteille.
J'ai mis un petit dessin en bas parce que le petit point vert que vous voyez là, les flèches qui tournent, euh, ça a été le premier logo qui a été développé pour en particulier entraîner l'ensemble des entreprises à adhérer au mécanisme de financement pour les emballages. Ça n'a jamais voulu dire que l'emballage qui portait ce logo était recyclable, ce qui a été souvent une incompréhension historique. Alors, les enjeux sont multiples. C'est évidemment lutter contre le gaspillage et réduire la pollution. C'est réduire l'impact environnemental. Enfin, je vais pas lire ce que vous avez à l'écran. Je pense que vous pouvez le lire vous-même. L'objectif, c'est vraiment un changement de paradigme. Voilà. On ne peut plus, demain, continuer à mettre sur le marché des produits sans qu'ils aient, entre guillemets, une filière d'élimination. Alors, il faut comprendre le mot élimination au sens légal du terme, c'est-à-dire à la fois la récupération, la valorisation, le recyclage ou son élimination finale lorsque on ne peut pas faire autrement. Et en, en tout état de cause, on ne devrait plus demain détruire que ce qu'on n'a pas réussi à faire autrement et autant que possible le moins possible. Excusez mon téléphone. Euh, alors, il y a une chose très très importante. Là, je vous parle à vous qui êtes soit déjà dans le monde de l'entreprise, soit qui allait y arriver, on a tous une part de responsabilité là-dedans. On a une part de responsabilité et il faut absolument que plus ça va, plus la responsabilité de la fin de vie des produits soit intégrée par le monde industriel. J'ai quelques exemples. Vous avez tous vu des émissions de télé pour dire oui, les textiles. Alors les textiles, on a demandé à tous les gens de trier les textiles, et puis finalement les textiles, on les retrouve en Chine ou en Afrique à trier par des enfants, c'est inacceptable, etc. Typiquement, c'est un exemple qui ne devrait pas exister, qui est malgré tout assez marginal, hein. Il a été monté en épingle, mais globalement, c'est plutôt marginal. Mais pour réussir à faire en sorte que ce ne puisse plus arriver, il faut que l'industriel qui a produit ces textiles soit en responsabilité totale de la fin de vie, c'est-à-dire que ce soit à lui de se débrouiller pour mettre en place un dispositif qui permettra de recycler ce produit. Il faut également une augmentation progressive, rationnelle et équilibrée des éco-contributions qui, pour certains produits aujourd'hui, sont encore trop faibles. Ça va bien au début parce que quand on met en place une filière comme ça, au début, on génère assez vite beaucoup d'argent et plus qu'il n'en faut en fait pour développer le dispositif. Mais quand le dispositif va monter en charge, il faudra plus d'argent. Et donc, je pense qu'il faut à un moment donné que ces critères, ces éco-contributions augmentent. Et surtout, il faut mettre en place en parallèle donc, la notion d'éco-contribution, vous l'avez compris, hein, par exemple, vous achetez une bouteille d'eau, vous allez payer quelques centimes pour la collecte, le tri, le recyclage de cette bouteille d'eau. Ça, c'est l'éco-contribution. Mais il faut en plus ajouter des critères d'éco-modulation. Alors, ces critères d'éco-modulation, ce sont des critères qui vont permettre de mettre un bonus ou au contraire un malus en fonction de l'évolution du produit concerné. Je vais prendre l'exemple, un exemple, des plats cuisinés dans des pots en terre. Ça a été une certaine mode à un moment donné de développer des portions individuelles de repas pour les repas à faire en nomade. Avec, c'était joli, c'était dans des petites coupelles en terre, c'était très joli, c'était vernissé, sauf que ces coupelles en terre, elles n'ont pas de filière de recyclage. Aujourd'hui, on ne sait pas les recycler et je pense qu'elles ne sont pas recyclables. C'est donc pas une bonne solution. Donc, il fallait entraîner ces industriels à basculer de cette coupelle en terre, de ce petit plat en terre, à un plat en verre qui, lui, sera parfaitement recyclable. Et pour ça, eh bien, on a créé à l'époque chez Ecoemballage des critères d'écomodulation, donc des malus. C'est-à-dire celui qui continuait à faire son plat en terre
eh bien, payait 2 fois plus cher de cotisation, d'éco-contribution que celui qui était basculé en vert. Alors, ça se fait pas évidemment en un an, hein. Ça se fait en prévenant les gens à l'avance, en permettant à la filière industrielle de s'adapter, mais il faut mettre en place ces critères d'écumulation de façon à ce que ça soit incitatif à transformer finalement les méthodes de production des produits. Enfin, il faut allonger la durée de vie des produits et surtout développer les filières de réparation et de recyclage. Euh, la plupart d'entre vous êtes jeunes, vous n'avez pas connu ça, mais autrefois, il y avait beaucoup de petites entreprises de réparation un peu partout dans toutes les villes. Aujourd'hui, ces réparateurs ont été divisés par 10 à peu près. Il y en a plus que 10% à peu près de ce que c'était il y a 40 ans. Il faut retourner en arrière pour le coup. Il faut redévelopper ces filières professionnelles. Ça va donner de l'emploi, mais pour ça, il faut un plan national de façon à recréer ces filières et de façon à allonger la durée de vie des produits. Il faut accélérer la standardisation. L'un des exemples qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, c'est les prises USB, hein, la connectique USB avec les chargeurs de téléphone, par exemple. Mais il faut le faire sur les emballages. Si on veut faire plus d'emballages de réemploi, eh bien, il faut que les emballages se ressemblent plus, qu'on puisse avoir des effets de masse et qu'on puisse développer donc le réemploi des emballages. Et ça, c'est vrai sur beaucoup de produits. Vous prenez n'importe quelle filière industrielle, comme par exemple la voiture, les jouets, le matériel de bricolage. Si on veut pouvoir réparer, réemployer, réutiliser, il faut développer la standardisation. Il faut également un plan professionnel pour accompagner les acteurs locaux. L'une des difficultés que l'on a aujourd'hui, c'est que dans le développement de la réparation, la grande distribution s'est organisée pour faire face à cette obligation-là, mais c'est assez superficiel. Et ce qu'il nous faut surtout, c'est surtout les petits acteurs locaux, ceux qui vont développer en fait des services techniques, des petits services aux habitants, de façon à pouvoir faire de la réparation de proximité et non pas envoyer votre, votre appareil à réparer à l'autre bout de la France, ce qui serait un non-sens écologique. Euh, et pour terminer, j'ai quasiment terminé, je crois, par rapport à mes transparents prévus. Puis après, je répondrai à vos questions. Il y a très clairement un changement de culture à opérer. Ce changement de culture, il est à opérer d'abord et avant tout, évidemment, chez les consommateurs. Mais pour les consommateurs, on a deux sujets. On a un sujet à la fois d'information et d'éducation du consommateur de façon à lui permettre de savoir comment il peut mieux faire par rapport à sa consommation. Mais il y a aussi un problème énorme avec la publicité, où les règles de publicité aujourd'hui ne sont pas assez contraignantes. Et il suffit de se mettre devant n'importe quelle télé ou d'ouvrir n'importe quel journal pour se rendre compte que on vous incite à consommer tout et n'importe quoi, n'importe comment, alors que tout le monde parle de transition écologique et d'urgence à la lutte contre le changement climatique. Manifestement, les publicitaires, les industriels de la distribution sont complètement à côté de ces sujets-là et continuent à essayer de vendre à tout prix n'importe comment. Donc ça c'est un problème sérieux à gérer au niveau de l'État. Moi, je sais que j'œuvre beaucoup là-dessus pour essayer d'inciter à durcir les règles de publicité. C'est très difficile à faire. Et puis, il faut développer dans les programmes scolaires et universitaires une sensibilisation à la notion de responsabilité individuelle. Cette notion de responsabilité individuelle, je m'y arrête 2 secondes, c'est pas seulement par rapport aux consommateurs. C'est vrai aussi pour chacun d'entre vous lorsque vous allez être en entreprise, lorsque vous allez demain être un ingénieur d'études, un ingénieur de projet, un ingénieur de... Mais c'est vrai aussi pour le conducteur du camion du manutentionnaire. Il y a un moment donné, on a tous une responsabilité. Et quand on nous demande de faire n'importe quoi, il faut pas accepter ça. C'est pas possible. Il faut un peu penser, entre guillemets, si on veut réellement que la transition écologique ait une réalité,
Il faut qu'on ait un changement de paradigme. On ne peut pas continuer à consommer comme on a consommé pendant les 40 dernières années. Il faut consommer plus sobrement. Il faut autant que possible réduire notre consommation. Il faut veiller, entre guillemets, à plus d'économie d'énergie, plus d'économie de matières premières. Ça ne veut pas dire retourner à l'âge de la pierre, hein. Je ne suis pas un écolo barbu avec, enfin, même si je suis un peu barbu, je ne veux pas retourner vivre au milieu des moutons, mais pour autant, je pense qu'il faut quand même adopter de nouvelles règles de consommation. Et ben voilà, j'ai fini. J'ai été peut-être plus court que prévu, je ne sais pas. Eh bien, plus court que prévu, non. Un poil plus long, mais tu Non, as bon, parfaitement respecté déjà le fil des slides. Et puis, tu as fait 18-19 minutes, donc c'est parfait. bon, Merci beaucoup, c'est pas Johan. mal, Donc, c'est pas mal. responsabilité élargie et responsabilité individuelle, c'est donc le message. Pour ceux qui souhaitent poser des questions à Johan sur la REP, on garde des questions à la fin, ou vous les mettez dans le chat. Et puis, on va passer directement, sans plus de transition, sans mauvais jeu de mots, la parole à Nicolas Luchet qui va nous parler du recyclage des batteries de véhicules électriques. Donc, Nicolas, bah, écoute, c'est à toi. Tu connais le contrat de temps. Donc, merci. Yes. À tout de suite. Merci Alexander et merci à Joanne pour la présentation de la filière REP qui est en effet un des outils indispensables pour structurer la fin de vie ou la nouvelle vie des produits. Alors, en deux mots, moi donc je suis diplômé mine de Douai 2008. J'ai une expertise en supply chain et logistique et je travaille depuis plusieurs années dans le groupe Renault et depuis quelques temps dans sa filiale qui s'appelle The Futurism Neutral, qui est une filiale donc créée par Renault dédiée aux activités d'économie circulaire. Donc, principalement, on va dire, on récupère les pièces et les matériaux des véhicules en fin de vie, des pièces usagées, et on va essayer de les revaloriser au mieux dans cette démarche d'économie circulaire. Je suis particulièrement impliqué sur le recyclage des batteries des véhicules électriques. Et donc voilà, on va essayer de prendre quelques points dans le temps imparti pour voir. On est vraiment sur une filière qui est en train de se structurer. Et voilà, j'ai essayé de donner quelques clés pour comprendre l'état actuel, ce qui se fait, ce qui se fait pas, pourquoi, quels sont les freins et un petit peu les leviers qui sont en train de se mettre en place pour essayer de structurer tout ça. Euh, alors, un premier mythe, puisque le thème qui m'était donné, c'était mythe et réalité, c'est les batteries électriques ne se recyclent pas. Donc, premier mythe, alors, j'espère que vous voyez, c'est faux. Techniquement, une batterie, un accumulateur, il n'y a pas de réelle limitation. On sait récupérer, d'un point de vue technique, les différents composants. Je vous fais grâce du détail de ce que vous avez en bas à droite. Mais voilà, il y a différentes technologies qui existent actuellement, d'autres qui sont activement en train d'être développées, et chacune de ces technologies a des avantages, des inconvénients, et plus ou moins adaptée selon le type de batterie à recycler et sa chimie. Et également, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce qu'on souhaite via le recyclage, c'est obtenir à la fin un produit qui soit réutilisable, une matière première secondaire. Euh, et donc, on va aller pousser le recyclage jusqu'à un certain stade selon l'utilisation qu'on veut faire du produit. Donc, techniquement, oui, les batteries, on sait les recycler. Les principales contraintes à date, et on détaillera un petit peu ça après sur la structuration de la filière, ce sont des contraintes d'ordre économique. Pourquoi? Parce que c'est des processus qui sont des processus physico-chimiques assez lourds, qui nécessitent des investissements sur les projets pour les batteries de véhicules électriques. On est en plusieurs centaines de millions d'euros à investir. Et voilà, l'autre équation économique qui est souvent regardée, c'est les matériaux recyclés qu'on en sort.
à combien on va être capable de les vendre par rapport aux matériaux vierges. C'est-à-dire que quand un matériau recyclé coûte plus cher qu'un matériau vierge, c'est compliqué à vendre. Et c'est là que la réglementation peut aider et peut inciter, imposer l'utilisation de matières recyclées pour pour faire émerger une filière. Donc les batteries se recyclent et la preuve, alors à date, le pourcentage de recyclage imposé par l'UE sur les batteries, c'est au minimum 50%, alors on parle en poids à date, et la directive batterie publiée en 2023 impose une montée en gamme progressive, 65-70%. À savoir que la Chine impose déjà plus de 95%, si ma mémoire est bonne, en poids au niveau recyclage. Ils ne font pas que n'importe quoi. Mythe numéro 2, le recyclage pollue autant que la production. Bon, j'ai voulu le mettre parce que je l'ai déjà entendu, c'est faux. Pareil, je vous fais grâce des détails, mais j'ai mis les sources si ça vous intéresse. Il y a des très bons articles bien creusés. Globalement, entre des matériaux qu'on va récupérer via le recyclage et de la matière vierge issue de l'extraction minière, il n'y a pas photo en termes d'énergie déployée pour aller récupérer les matières, pour aller les raffiner, les purifier, les transporter, en termes d'énergie, en termes d'eau et d'équivalent CO2. Les matières issues du recyclage sont beaucoup moins consommatrices et polluent beaucoup moins que des matières vierges. Une autre composante, et vraiment c'est un aspect cœur sur beaucoup de filières, j'imagine, mais particulièrement sur les batteries des véhicules électriques. On est en train de passer dans un monde où les ressources sont un enjeu géopolitique très important, où quand on regarde à un horizon de 10 ans, 15 ans, il y a certaines matières qui deviennent critiques, et c'est un réel enjeu géopolitique que de pouvoir garder la main sur certaines ressources, je pense au lithium ou au cobalt, qui sont précieuses, qu'on n'a pas forcément sur notre territoire. La chaîne de valeur dépend d'autres pays. On regarde encore une fois la Chine. Et c'est un enjeu pour l'Europe. Donc non seulement un enjeu environnemental de pousser à recycler les batteries, mais également par rapport à ces matériaux critiques, de pouvoir garder le lithium, le cobalt qui est dans les batteries actuellement sur le sol européen, de les garder et de pouvoir l'utiliser pour les futures productions. Voilà, vous avez un ordre de grandeur, mais c'est ce qu'on appelle maintenant le urban mining. C'est vraiment l'idée de dire que le déchet n'est pas seulement quelque chose dont on doit se débarrasser avec le moins d'impact, mais ça se transforme réellement en une source de matériaux qui vont pouvoir être utilisés plutôt qu'extraits de la terre. Troisième point, peut-être, là, on rentre dans le cœur du sujet, la filière de recyclage en Europe. Donc on peut entendre dire que l'Europe n'a pas de filière de recyclage pour les batteries des véhicules électriques. Alors, c'est faux, mais, on pourrait dire c'est vrai, mais en fait, le recyclage d'une batterie, on peut le décomposer en deux grandes étapes de processus. Tout ce qui est à gauche avec tout le petit logo que vous voyez, présent en Europe, qui consiste, je fais très simple, hein, je prends la batterie et je vais lui donner un traitement plutôt physique sur la base de broyage, de séparation des différents matériaux. Ça va permettre de recycler et d'extraire l'aluminium, le cuivre et certains éléments, et d'avoir en produit intermédiaire de sortie ce qu'on appelle une black mass, c'est une sorte de poudre noire qui contient les éléments les plus critiques, le lithium, le manganèse, le cobalt. Et c'est le point, c'est que pour raffiner cette black mass,
et pour réussir à obtenir à la fin des sels de nickel, des sels de lithium qui vont pouvoir être réutilisés, là, il y a besoin de solutions de raffinage qui ne sont pas très, très peu présentes sur le sol européen. Donc, c'est vraiment là le réel enjeu en Europe, c'est de faire émerger cette partie droite, cette partie, on va dire, aval de la filière de recyclage pour pouvoir garder ces matériaux sur le sol européen et les réintégrer dans les filières industrielles en Europe. Pour donner un petit peu la taille du défi, hein, ce que vous avez en rouge, donc c'est les capacités mondiales de traitement de batteries. En rouge, c'est la Chine. En Europe, c'est le bleu, c'est même pas l'épaisseur du trait. Donc, il y a vraiment besoin pour pouvoir éviter d'être dépendant de la Chine et des autres pays qui sont en train de mettre ça, de pouvoir faire émerger cette filière. Donc, comment est-ce que l'Europe se prépare pour faire émerger cette filière de recyclage? C'était bien parti. En 2022 et 2023, vraiment une explosion de nouveaux projets quasiment. Toutes les semaines, il y avait j'exagère un peu, plusieurs fois par mois en tout cas, il y avait un nouvel acteur qui annonçait qu'il allait se lancer dans le recyclage de batteries parce que c'est formidable. Pourquoi il y en a eu beaucoup? D'une part parce que ça coïncide avec une vraie volonté politique de pousser la structuration de cette filière, donc une directive batterie qui a été publiée mi-2023, qui fixe des objectifs de recyclage très ambitieux, qui fixe un pourcentage de matières recyclées à intégrer dans les nouvelles batteries fabriquées. Ça, c'est vraiment un élément extrêmement important parce que ça veut dire qu'il faut des matières recyclées, donc il faut une filière, et également la mise en place dans chaque État membre de l'Europe de filières REP sur les batteries de véhicules électriques. Donc, voilà, une vraie volonté politique affichée avec un texte. Et ensuite, on était également dans un contexte, on va voir, où les cours matières étaient extrêmement favorables au recyclage. On y reviendra. L'an dernier, une catastrophe. Sur tous les projets annoncés, un peu plus de la moitié, la moitié des capacités projetées ont été mis en stand-by, voire complètement arrêtés. Pourquoi? Des doutes sur la réglementation. Hein, le contexte politique a été assez secoué avec les élections européennes, avec l'effet de ricochet des élections américaines. Un vrai doute également sur l'électrification. Donc voilà, j'ai une crise de confiance par rapport à la volonté politique. Des coûts, on l'avait abordé, de mise en place qui sont très, très élevés, avec des délais administratifs très longs pour mettre en place des sites qui sont cédés au seuil haut, qui sont des sites assez compliqués, et des business plans extrêmement incertains. Donc, tous les investisseurs étaient très frileux pour mettre en place ça. Je vous fais pêle-mêle, mais en gros, les volumes à recycler, la durée de vie des batteries est, c'est une bonne nouvelle, plus longue que ce qui était attendu il y a quelques années. Les technologies utilisées dans les batteries changent tous les 2-3 ans, donc ça donne assez peu de visibilité aussi. Le cours matière, vous voyez le cours du lithium sur les 4 dernières années, au moment de l'annonce de tous les projets de recyclage, le lithium valait 8 fois plus cher qu'actuellement. Donc, évidemment, ça voulait dire, chouette, je recycle et puis je peux revendre mes matières recyclées à un bon prix. C'est plus le cas. Et donc, on se retrouve en début 2025 avec en Europe des solutions qui existent. C'est-à-dire que quand une batterie arrive en fin de vie,
on sait aller la récupérer, on sait la pré-traiter en Europe pour la recycler, mais non satisfaisante parce qu'on ne sait pas en Europe boucler la boucle. Donc en gros, la black mass, où est-ce qu'on l'envoie dans les pays asiatiques? Et ben chouette, ils récupèrent le lithium, et puis après, ils peuvent refabriquer des batteries et nous les revendre. Donc d'un point de vue environnemental, c'est pas top, et d'un point de vue économique et stratégique, c'est pas top non plus. Donc, quelques clés pour structurer la filière et alors là, voilà, c'est des opinions, des choses tout à fait personnelles et extrêmement simplistes sur le temps. Euh, Peut-être un point, c'est qu'en Europe, on réglemente. Globalement, tout est basé sur la réglementation européenne et ensuite les réglementations locales, avec également une attention toute particulière sur le droit de la concurrence, le marché libre, etc. Euh, on est dans un contexte mondial où la Chine a pris une longueur d'avance il y a déjà une dizaine d'années en développant une filière complète, y compris avec de la réglementation, mais pas que, également subventionnant toute la, toute la filière, y compris le recyclage, y compris la logistique, qui est très compliquée. Et on est en plein dedans avec les États-Unis, hein, mais plusieurs mesures, dont les droits de douane, des barrières extrêmement contraignantes, mais qui permettent de booster la compétitivité locale et de faire émerger des filières. Donc, quelques points clés, pour moi, c'est d'une part créer de la confiance pour les investisseurs sur la filière de recyclage, donc garder le cap réellement de ce qui était fixé, conserver les objectifs, ne pas pénaliser l'industrie et les acteurs, mais les aider. On parlait actuellement, la black mass qui est générée en Europe, on l'exporte, donc il peut y avoir des barrières qui sont mises et des mesures prises pour essayer de conserver toute cette matière au sein de l'UE. Également interdire, alors c'est bien de dire qu'il faut que les nouvelles batteries produites utilisent des matières recyclées, mais si c'est pour que la matière recyclée, le seul moyen de l'avoir, c'est de l'acheter en Chine, ça va être contre-productif. Donc, peut-être préciser que la matière recyclée doit être d'origine européenne. Voilà, le dernier point que j'avais mis, c'est ma fibre logistique, faciliter et simplifier les mouvements de déchets à l'intérieur de l'Union européenne. Actuellement, un petit chiffre, hein, et c'est une moyenne, parce que les batteries, il y en a plein. Faire recycler une batterie sur l'année passée, ça coûte à peu près 1 000 euros, dont la moitié sont des coûts logistiques, de par toutes les réglementations de transport de déchets, de transport de matières dangereuses. Voilà, c'est une logistique qui est extrêmement complexe et qui coûte vraiment cher. Donc voilà, j'ai bien dépassé mon temps. J'en suis navré, mais voilà, on va pouvoir continuer par les questions-réponses. Merci beaucoup, Nicolas. Non, 18-19 minutes, bon, vous êtes raccord. Donc, merci aussi d'avoir respecté le petit jeu de mythe et réalité. C'était la petite contrainte qu'on t'avait mis. On a déjà une question. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre d'abord la question sur le chat, et puis après, vous pouvez lever la main pour prendre la parole. Donc, il y a une question de Pascal pour Nicolas. Donc, la figure 3 ne concerne pas le recyclage des batteries au plomb des véhicules thermiques. Je ne sais pas si Pascal, Oui, tu souhaites repréciser ta question. ouais, tout à fait. En effet, le focus de l'intervention était vraiment sur les véhicules électriques. On parle des batteries de traction euh, avec une technologie au lithium. Le recyclage des batteries au plomb, lui, pose beaucoup moins de problèmes parce qu'une batterie au plomb, elle se valorise très facilement. C'est-à-dire que globalement, vous mettez dans la rue une batterie au plomb qui est laissée, vous trouverez quelqu'un pour venir la chercher parce qu'elle vaut de l'argent. Actuellement, une batterie de véhicule électrique au lithium, personne n'en veut parce que je disais, ça coûte extrêmement cher à recycler. Elle a vraiment une valeur négative.
Et d'ailleurs, donc là, on est sur les batteries de démarrage, qui jusqu'ici étaient majoritairement au plomb. Les nouvelles batteries de démarrage de plus en plus passent sur une technologie au lithium, parce qu'il y a une meilleure durée de vie. Mais ça fait également que la filière de fin de vie devra également se restructurer. Et on voit que les acteurs qui passaient collecter et recycler les batteries au plomb refusent de prendre les batteries au lithium. Et ce sont des batteries au démarrage, parce qu'ils disent, bah non, ouais, ça me coûte de l'argent, j'en veux pas. Donc, on remplace, on trouve une solution et ça crée un autre problème. C'est- Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne avant que sinon en attendant de lever la main ou dites-moi, entre deux, je vais poser quand même une question à Johan concernant les REP. On voit fleurir, ou en tout cas émerger, et c'est positif, un certain nombre de REP régulièrement, que ce soit sur les jouets, tu l'as évoqué, le matériel de jardin, les huiles, etc. Et donc, est-ce que tu sais dire aujourd'hui si c'est la cible de tout couvrir? Ou est-ce qu'aujourd'hui, dans les biens de consommation, on est couvert à, tu saurais estimer à combien et quel est le chemin, quelle est la part encore à faire sur l'ensemble des filières, si c'est quelque chose qui est appréhendable, hein. Alors, je pense que l'objectif, effectivement, était de couvrir l'ensemble, à la limite, du spectre, hein. Alors, à combien on est de ce spectre, je ne sais pas très bien dire, non, mais on est quand même déjà sur un pourcentage très élevé, quand même. À mon avis, on est plus près des 80-90% que du reste. Ce qui reste, ce qui n'est pas traité aujourd'hui du tout, c'est la fraction fermentée cible. C'est-à-dire, pour faire basiquement, hein, les fruits et légumes, dans notre consommation, c'est une part importante, hein, ou la viande ou le poisson. Et ça, il n'y a pas de REP aujourd'hui applicable sur ce type de produit. Et c'est là où il faut réussir à développer en fait des solutions de compostage qui sont globalement quand même beaucoup plus pertinentes que l'incinération. Je vais dire juste un mot sur l'incinération, parce que dans les années 90, l'incinération avait le vent en poupe. La solution pour traiter les déchets, il fallait tout brûler, transformer tout ça en énergie, c'était parfait et c'était génial pour l'environnement. Alors, certes, je pense qu'on arrive à peu près à maîtriser la technique d'incinération, à condition qu'elle soit quand même à peu près bien gérée. Et on a vu quand même qu'il y avait des incinérateurs qui avaient sérieusement déraillé à certaines époques. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on sait à peu près le maîtriser. Sauf que en matière de récupération d'énergie sur ces incinérateurs, aujourd'hui, euh, c'est très mauvais. Le taux de récupération d'énergie sur un incinérateur est très faible en réalité, et par conséquent, ça n'est pas une bonne solution pour l'environnement. Donc, si on raisonne sur un objectif de transition écologique, il vaut mieux toujours euh, la réparation, la récupération et le recyclage. Et pour ce qui est de la consommation donc de fruits et légumes, de viande, etc., c'est le compostage qui est le plus pertinent. Alors, aujourd'hui, on a des filières qui sont malgré tout encore assez jeunes, hein, pour certaines d'entre elles. Les dernières qui ont démarré, ce sont effectivement les jeux et jouets, les produits, comment dire, le matériel de bricolage, le matériel de jardinage. Tous ces produits-là sont relativement jeunes. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de recul sur l'efficacité de ce qu'on a mis en place. Il faut en général attendre quand même plusieurs années avant que la filière devienne mature. Hein, si on regarde la filière emballage, qui est la plus ancienne, hein, qui a plus de 30 ans d'ancienneté, euh, quand on a démarré, on savait pas, si on prend l'exemple du plastique, on savait pas recycler le plastique, hein, on recyclait 10 000 tonnes de plastique. Il a fallu peut-être 15 ans pour qu'on recycle aujourd'hui. J'ai pas les derniers chiffres, mais on doit être entre 250 et 300 000 tonnes de plastique recyclées dans les emballages. Et l'objectif, c'est d'aller toujours plus loin. Donc, pour les filières les plus jeunes, les plus récentes, il va falloir attendre un peu avant qu'elles soient pleinement opérationnelles. Ce qui est important, encore une fois, je pense, et moi, c'est en tant que... Aujourd'hui, j'ai oublié de vous dire ça, mais j'ai terminé, entre guillemets, ma vie professionnelle active classique, et j'ai réembrayé en tant que responsable associatif chez France Nature Environnement en particulier.
Et l'un de mes combats, c'est de faire en sorte que, justement, on aille jusqu'au bout de la prise en charge de la responsabilité de la fin de vie. Si on prend l'exemple des batteries, hein, merci Nicolas pour ta présentation très intéressante. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que je pense que les producteurs de batteries, et quand on dit ça, c'est pas seulement les producteurs français, c'est les producteurs européens et c'est aussi les producteurs chinois. Lorsqu'ils vendent une batterie en France qui va être consommée en France, il faut qu'ils aient la responsabilité toute pleine et entière de la fin de vie de leur batterie, qu'ils en assument les coûts et qu'ils en assument le recyclage. Alors, évidemment, au début, c'est complexe, et je comprends bien les atermoiements de la filière aujourd'hui, hein, qui doit se dire, ah bah oui, mais la technologie, elle n'est pas stabilisée, encore des choses qui vont changer, certes, mais après tout, ces gens-là, ils ont gagné de l'argent en mettant, en fabriquant et en vendant, et ben, il faut qu'ils assument jusqu'au bout. Et il faut arrêter d'imaginer qu'on peut produire, mettre sur le marché un produit sans se poser la question de ce qu'on va en faire demain. C'était comme ça, je vais vous dire, c'était comme ça il y a 40 ans. Hein. Il y a 40 ans, on vivait comme ça. Sauf que ça, c'est plus possible. Il faut arrêter ça. Merci Johan. Est-ce qu'il y a d'autres questions, notamment pour la partie électrique? Alors, je vois pas de main levée ça, sinon j'ai une question dans le chat, mais est-ce qu'il y a quelqu'un veut-il prendre la parole? Ah, voilà, Christian qui a posé ces questions. Alors, justement, est-ce que c'est sur la question mais collecte sélective? Mais collecte sélective, Johan expliquera que c'est peut-être pas la même filière, justement. Ouais, là, la question, elle est beaucoup portée sur le recyclage des batteries. Donc, merci d'abord pour la présentation. Je suis Christian Keigné, donc ingénieur des mines, sorti de l'IMT Mines à l'Est très récemment en 2024, orienté minéralogie. Donc, toutes les questions relatives au traitement, voilà, optimisation, récupération des ressources minérales, voilà, ce sont des questions qui m'interpellent et sur lesquelles j'ai effectué certains travaux, notamment à Eramet. Donc, ma question était celle de savoir, vu que l'on sait qu'un gisement, le gisement est fini, parce que lors de la présentation, vous avez dit que le problème en ce moment, c'est un problème économique, c'est-à-dire les coûts qui permettent donc la récupération ou bien le recyclage des métaux qui sont contenus dans les batteries, voilà, par rapport à l'extraction naturelle qui s'effectue pour produire ce lithium. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à long terme, vu que les ressources sont épuisables, il y aura une inversion donc technico-économique, voilà, c'est-à-dire que ça pourrait être rentable dans le futur, du moment où les ressources sont tarissables et qu'à un moment donné, forcément, l'offre va diminuer. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'était de savoir, est-ce que en termes de bilan environnemental, si on faisait une comparaison bilan environnemental entre tout le bilan environnemental qui permet, par exemple, de produire du lithium jusqu'à l'utilisation dans la fabrication des batteries et le bilan environnemental des processus de recyclage aujourd'hui, si on pouvait faire cette comparaison, on pourrait dire, voilà, parce que je sais qu'il y a des techniques de traitement, par exemple, qui utilisent voilà, de la lixiviation ou des techniques de flottation qui utilisent des composés qui sont parfois nuisibles et qu'on ne peut pas recycler. Est-ce que, un bilan environnemental des deux schémas de traitement a été effectué? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça? Merci. Oui, merci. Alors, Alors, merci Nicolas. Juste, on va essayer de faire des questions courtes et réponses courtes si on veut en avoir plus, mais là, la question est très longue. Tu as beaucoup de réponses à donner. ouais, je vais commencer par la seconde qui sera un peu plus rapide sur la partie comparaison entre utiliser des produits bruts et puis utiliser des produits recyclés selon les différentes techniques. Alors, je ne suis pas aussi, je pense que Christian, tu en sais plus que moi dessus. Par contre, je vais mettre dans la conversation le lien vers l'article publié il y a quelques semaines dans Nature qui était vraiment très très technique et qui, de la lecture que j'en avais faite, compare en effet différentes technologies de recyclage. Donc, en espérant que ça puisse répondre à tes questions. Je comprends que tu travailles chez Eramet, donc ça sera le bonjour à Julien Masson. Mais ouais, il y avait également un projet des ramettes sur la partie recyclage batterie. Donc, ça va faire le lien avec la première question, qui était d'un point de vue économique, est-ce qu'à un moment, ben, les planètes ne vont pas s'aligner pour faire que ce soit intéressant? Alors, je pense que oui.
Et en fait, c'est ce que les acteurs qui avaient lancé les projets il y a 2 ans ou 3 ans voyaient, en disant économiquement, en plus, c'est cool, je récupère un produit qui vaut ça et puis je le sors, ça vaut ça. Euh, D'une part, bon, je crois qu'à un moment, on peut, mais et je rejoins complètement ce que Johan disait, hein. Euh, il y a un moment, on vit dans un monde avec des ressources finies. Euh, on ne peut pas faire n'importe quoi. Euh, les règles qui sont mises et les pouvoirs publics sont là pour pousser justement à ce que la filière se structure sur des critères qui ne sont pas seulement économiques. Alors, tant que l'équation économique est compliquée, et c'est ce qu'on voit sur la filière batterie, et ben, à un moment, il y a des fonds d'investissement qui prennent des décisions absolument uniquement économiques et qui disent bon, non, j'y vais pas. Euh, donc, c'est dans ce cas, ça veut dire qu'il faut encore plus inciter pour rassurer sur le business case ou dire bah, de toute façon, c'est ça, sinon, c'est des pénalités qui sont énormes. Et c'est ce qu'on a vu dans la filière automobile avec le parc électrique, hein. Le ICE ban, la réglementation café qui pousse à électriser le parc, c'est pas un choix économique des constructeurs automobiles. Euh, le choix économique rationnel, c'était le moteur thermique. C'est juste que l'Europe, à un moment, a dit vous n'avez pas le choix, vous allez vers de l'électrique. Sinon, chaque gramme de CO2 en plus, ça coûte une fortune. Donc, voilà, les pouvoirs publics, de ce point de vue-là, jouent leur rôle. C'est de dire, bah, si l'équation économique n'est pas bonne, je pousse à structurer la filière. Après, oui, sur le long terme, bah, à un moment, quand de toute façon, il y aura de moins en moins de ressources naturelles à aller chercher et que ça coûtera de plus en plus cher d'aller chercher, on peut dire du pétrole maintenant, on peut dire du lithium d'ici quelques années, et ben, le moyen le plus rentable d'avoir du lithium, ce sera de recycler. Et économiquement, ça fera sens. Mais voilà, et je rejoins Johan, hein, il ne faut pas attendre que ça fasse sens économiquement pour aller vers ça. Merci Nicolas. Donc je crois qu'Johan a une question pour Nicolas. Oui, oui, Nicolas, justement, dans l'esprit d'allonger la durée de vie des produits, parce que je pense que Ouais. c'est un enjeu majeur, hein, l'allongement de la durée de vie des produits. Moi, j'ai acheté une voiture électrique il n'y a pas très longtemps, donc je suis plutôt avec une voiture électrique. Euh, pour commencer, je dirais, je suis effaré parce que personne n'a su m'expliquer comment gérer ma voiture, à commencer par la recharger. Donc ça c'est juste petit clin d'œil si tu veux, mais on voit bien que l'information l'éducation du consommateur elle est quand même essentielle. Et alors, en ce qui concerne la gestion de la batterie de la voiture électrique, j'entends dire des choses assez contradictoires. Est-ce que c'est vrai que pour allonger la durée la durée de vie de la batterie, il ne faut pas la charger à plus de 80%? Ça, c'est ma première question. La deuxième, est-ce que les charges rapides ont un effet dégradation sur la batterie ou pas? Alors, j'ai appris pas mal là sur les dernières années dessus. Premier point, sur le niveau de charge, les, les BMS, Battery Management System, qui sont intégrés, donc le système de charge, limite lui-même la capacité de charge de la batterie. C'est-à-dire que c'est pas à toi de dire je vais faire attention à pas te charger à plus de temps. En fait, quand ça te marque que la batterie est pleine, c'est déjà un 80% en fait. Pour éviter en Ah ouais. effet une dégradation qui vient quand on va vraiment charger beaucoup trop la batterie. Le second point, et ça m'a un petit peu étonné parce que je l'ai appris l'an dernier, j'avais également le, le présupposé que la charge rapide était mauvaise. En fait, les études qui ont été menées jugent que charge rapide ou pas, il n'y a pas d'effet de dégradation sur ce qu'on appelle le SOH, donc le niveau de santé de la batterie. Donc, non, la charge rapide, elle fait juste mal au portefeuille. Mais Ouais, sinon, voilà. ouais. Après, la durée de vie des batteries,
va être plutôt dans les pays chauds, les batteries durent moins longtemps. Alors, c'est également un petit peu contre-intuitif, hein, parce on a en tête que quand il fait froid, euh, la batterie tient moins. Alors, en fait, parce que la circulation de la cathode à l'anode est plus compliquée, mais d'un point de vue santé, dans le froid, ça vieillit mieux. Par contre, voilà, si vous avez une batterie électrique dans le sud de l'Espagne ou autre, euh, elle, sa santé va se dégrader un petit peu plus. Et ensuite, et c'est ce qui a amené aussi très récemment à constater que la durée de vie est meilleure, c'est qu'en fait, et alors je n'ai pas trouvé d'explication que j'ai réussi à comprendre, en tout cas, c'est que l'utilisation réelle d'une batterie avec des cycles de charge-décharge assez irréguliers, avec des périodes de repos, puis de consommation un peu plus intense, euh, ça fait que la batterie dure plus longtemps que les tests qui ont été faits au début en laboratoire, avec une succession de charges-décharges extrêmement rapides. Donc voilà, là, on est plutôt sur une durée de vie moyenne des batteries qui est estimée à une quinzaine d'années. Mais voilà, encore une fois, c'est des estimations qui sont assez changeantes, hein, et assez fluctuantes, mais qui vont plutôt dans le bon sens. Et pour reprendre sur la première partie de la question, qui est la durée de vie, euh, et je rejoins également, parce que c'est l'un des objectifs de la filière REP, c'est l'éco-conception. Il faut des batteries qui soient réparables. Et là, on est dans l'industrie automobile prise dans un paradigme qui est de devoir mettre des véhicules électriques accessibles. Or, le véhicule électrique, une grosse composante du prix, c'est la batterie. Et les batteries les moins chères sont des batteries qui sont très difficilement réparables. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de compliqué parce que on le voit, les choix technologiques qui sont faits, vers lesquels s'orientent, ça ne va pas vers la réparabilité, malheureusement. Et j'abonde également dans ton sens, hein, de dire, et la filière REP, et de dire c'est le metteur au marché qui doit supporter les coûts du recyclage ensuite, de la fin de vie. C'est vraiment ce qu'il faut pour que, au moment de la conception du produit, ce soit l'ensemble de la chaîne qui soit prise en compte et pas uniquement le prix de vente et combien je vais vendre. C'est dire, si je mets quelque chose qui certes va se vendre plus, mais qui va me coûter les yeux de la tête en fin de vie, euh, voilà. Mais les choix vraiment au sein des entreprises sont compliqués parce que, en plus, quand on parle d'objets qui ont une durée de vie de 15 ans, euh, voilà, au niveau du board, je pense à payer quelque chose dans 15 ans en sachant, en se demandant si je serai encore vivant d'ici 5 ans, parce que c'est globalement un petit peu ce qui se passe en ce moment. Euh, Malheureusement, les choix sont un petit peu plus court-termistes en disant, avant de réfléchir à ce que je vais payer d'ici 15 ans pour recycler mon produit, il faut que je le vende maintenant et voilà. Donc, voilà, je vois un petit peu de l'intérieur et c'est un petit peu un paradigme où on essaie de donner toutes les clés. Mais voilà. Alors, Et derrière, merci, donc, Nicolas. il y a Ouais. réparabilité et sur les batteries, il y a également, et là la filière est également en pleine mutation, en train de se structurer, c'est la seconde vie avec du stockage d'énergie. Par exemple, vous avez des panneaux photovoltaïques où il y a besoin de faire du stockage d'électricité. La batterie, qu'on récupère d'un véhicule et qui a peut-être plus un niveau de charge suffisant, elle peut avoir une seconde vie pour stocker de l'énergie. Et là également, ça mériterait encore des heures complètes. C'est un marché qui est difficile à mettre en place. Merci. On rentre dans les dernières minutes. Il y a Juliette qui avait encore une question et on va faire question courte, réponse courte. Merci. Oui, j'avais une question, mais elle va répéter un petit peu ce qu'on Alors, vous avez dit je juste suis avant. désolé, je n'entends pas du tout la question. Je sais pas si... Oula, mince. Vous m'entendez? Ah oui, beaucoup mieux.
Euh, J'avais une petite question. Est-ce que au moment où les projets de recyclage se sont effondrés en Europe, est-ce que ça en était de même pour pour la partie fabrication de batteries et non recyclage, où les courbes n'étaient pas du tout les mêmes, voire opposées? Il y a eu clairement un effet conjoint, c'est-à-dire que, alors on le voyait sur l'une des figures que j'ai pas commentées, mais euh, les sites de recyclage de batteries pendant à peu près une dizaine d'années, euh, le produit principal à recycler, c'est pas des batteries en fin de vie, c'est des rebuts de production des gigafactories de batteries. Il faut savoir qu'une usine qui fabrique des batteries, des cellules pour les batteries, c'est une technologie extrêmement pointue, extrêmement compliquée. On est vraiment sur du niveau de la couche d'atomes. Et au démarrage, ça a 50% de rebut. C'est gigantesque, c'est colossal. Et donc, euh, c'était c'est le sourcing principal pour les usines de recyclage. Et en effet, donc, il y a eu un effet ricochet, c'est-à-dire qu'il y a eu des annonces d'arrêt de mise en place d'usines de fabrication de batteries, et donc des volumes en moins et des incertitudes pour la partie recyclage, et donc également des abandons de recyclage. Donc, en effet, tu as raison, il y a un lien de cause à effet également sur cette partie. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, je vois pas d'autres questions ni dans le chat, ni de main levée. Peut-être s'il y a une dernière, je laisse encore la possibilité. Et sinon, je vais passer à la conclusion et vous remercier. Je regarde une dernière fois. J'en vois pas. Donc, merci à tous. Merci aux deux speakers. Et encore une fois, double merci, la contribution au minerai et puis à ce webinaire. Le prochain numéro est sur la métallurgie, dans le cadre, je crois, de l'année de la métrologie. Donc, ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Et puis, si vous voulez suivre l'actualité de l'association, vous vous connectez. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Merci à tous, bonne soirée, et puis à bientôt pour d'autres webinaires. Merci pour cette Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. bonne soirée Merci à à tous. tous, au revoir.